Imprimataire. Ce livre, d'abord écrit entre 1949 et 1952, a été réécrit dans les années 1953 et 1956 et son chapitre de fin en octobre et novembre 1956, c'était un moment opportun pour résumer l'impact du sionisme talmudique sur les affaires humaines, car seulement 50 ans, soit la moitié du siècle juif, étaient alors passés depuis le jour où il perce à la croûte de la surface politique après avoir été émergé pendant quelques 1800 ans. L'offre britannique de l'Ouranga en 1903 fut la première révélation officielle que les politiciens occidentaux étaient en train de négocier en secret avec le pouvoir juif sioniste en tant qu'entité. Aujourd'hui, on peut voir l'accueil du Dr Weizmann dans la chambre d'hôtel de M. Balfour en 1906, après le rejet sioniste de l'Ouganda, comme la deuxième étape et la première étape sur le chemin fatal de l'implication totale dans le sionisme palestinien. En 1956, aussi, la révolution, que je considère à notre époque comme avoir été manifestement talmudique, avait également environ 50 ans, depuis les poussées révolutionnaires ayant suivi la défaite de la Russie par le Japon en 1905. Dans son rôle de facteur permanent dans nos vies quotidiennes, ses racines bien sûr remontent à Weishaupt et Illuminati et à la Révolution française en passant par 1848 et à la Révolution anglaise et Cromwell. Finalement, 1956 fut l'année d'une élection présidentielle de plus en Amérique, et celle-là, plus ouvertement qu'aucune autre avant elle, fut maintenue sous la pression paralysante du sionisme. En 1952, environ un poisson coélenterré d'une espèce jusqu'alors considérée comme disparue depuis des millions d'années fut ramené à la surface de l'océan Indien, portant gravement atteinte à la chaîne de la théorie darwinienne par son apparition, tout comme le fait de découvrir un peu plus tard que le crâne de Piltdown était un faux. L'émergence du sionisme lévitique sioniste, quand il émergea à la surface politique du XXe siècle, fut une surprise quelque peu similaire venue des profondeurs. Par conséquent, si j'avais pu le prévoir quand j'ai commencé ce livre en 1949, je n'étais guère en mesure d'établir un tel échéancier. Je n'aurais pas pu choisir un meilleur moment que l'automne de 1956 pour passer en revue le processus décrit, ses conséquences jusqu'à cette date et le dénouement apparemment maintenant à portée de main, l'apogée vers laquelle ce processus était entièrement destiné à mener. En écrivant ce livre, j'avais peu d'espoir pour les raisons que j'ai données qu'il serait publié une fois terminé. À ce stade du siècle juif, cela semble peu probable. S'il ne paraît pas maintenant, je crois qu'il sera encore valide dans 5 ans, 10 ans, ou même beaucoup plus. Et je m'attends à ce qu'il soit publié un jour ou l'autre, parce que j'anticipe l'effondrement tôt ou tard de la loi totale d'hérésie qui empêche de discuter ouvertement de la question juive sioniste depuis ces 3 dernières décennies. Un jour on débattra à nouveau du sujet librement, et ce que ce livre rapporte sera alors pertinent. Quelles que soient les conséquences à cet égard, j'ai terminé le livre en octobre et novembre 1956, et quand je regarde autour de moi, je constate que tout est en train de devenir exactement comme ce que devait être prédit d'après la suite d'événements relatés dans ce livre. L'année a été remplie de rumeurs de guerre, plus fortes et plus insistantes qu'aucune autre depuis la fin de la Seconde Guerre en 1945, et venues des 2 endroits d'où elles étaient destinées à venir. Étant donné les dispositions prises en 1945 par les têtes d'affiche politiques d'Occident, elles viennent de Palestine, où les sionistes de Russie ont été installés par l'Occident, et d'Europe de l'Est, où la révolution talmudique a été installée par l'Occident. Ces 2 mouvements, je le rappelle, à nouveau, sont ceux dont le Dr Weizmann a montré qu'ils prirent forme à l'intérieur des mêmes maisons royales juives sionistes de Russie au XIXe siècle, le communisme révolutionnaire et le sionisme révolutionnaire. À 2 moments pendant ces dernières années, les bruits de guerre causés par les politiciens occidentaux furent plus forts qu'à aucun autre moment. À chaque occasion, la cause immédiate de l'explosion fut rapidement perdue de vue dans le tollé concernant le cas particulier des Juifs sionistes, si bien que même avant que la guerre mondiale ne commence, dans les 2 cas, la menace s'estompa. Elle fut présentée à la population comme la guerre qui, si elle arrivait, serait combattue en premier pour, de la part de ou en défense.
des Juifs ou d'Israël. J'ai précédemment émis l'avis que toute troisième guerre mondiale serait de cette nature, car les événements de 1917 à 1945 menèrent inévitablement à cette conclusion, qui a grandement été renforcée par les événements de 1953 et de 1956. Les guerres qui, en 1953 et en 1956, semblaient menacées auraient été manifestement menées par l'Occident à cette condition, cette fois bien pu explicitement déclarer à l'avance qu'aux deux précédentes occasions. D'ici à ce que ce livre soit publié, le public, à la courte mémoire, s'il n'a pas été à nouveau affligé par la guerre généralisée, aura peut-être oublié les crises de guerre ou les crises de la presque-guerre de 1953 et 1956, de sorte que je vais brièvement les rapporter. En 1953, les Juifs apparurent en tant que prisonniers dans l'un des innombrables simulacres du procès annoncé. Celui-là n'eut jamais eu lieu. À Moscou, cela causa un violent tumulte parmi les politiciens occidentaux qui, à nouveau et d'une seule voix, crièrent que les Juifs étaient en train d'être exterminés et sélectionnés pour la persécution. Le tollé avait atteint le ton de la menace belliqueuse quand Staline mourut. Le procès fut annulé et la clameur cessa brusquement. Pour moi, cet épisode indiqua clairement que si une guerre contre le communisme arrivait, ce dont les politiciens et les journaux occidentaux parlaient à l'époque comme d'une probabilité admise, elle serait menée, et cette fois même ouvertement. Pour les Juifs, la multitude générale de l'humanité asservie resterait non secourue comme en 1945. En juillet 1956, des menaces de guerre furent prononcées quand l'Égypte nationale lisa le canal de Suez. Pendant les premiers jours de cette crise de guerre, le Premier ministre britannique justifia ces menaces au peuple britannique par l'argument que l'action de l'Égypte mettait en péril la corde, entre guillemets, de sécurité vitale britannique. Très vite, il passa à l'argument qu'il considérait sans doute comme le plus efficace, que, ouvrez les guillemets, la prochaine action de l'Égypte, si on lui permet de réussir, sera d'attaquer Israël. L'État sioniste commença alors à apparaître aux actualités comme la première victime du contrôle égyptien du canal de Suez. Par conséquent, la guerre au Moyen-Orient, si elle se produisait, serait aussi une guerre pour les Juifs. Troisièmement, en 1956, vit une élection présidentielle se tenir pour la 7e fois sous la pression directe et pour la 3e fois sous la pression ouverte des sionistes de New York. La campagne électorale devint une lutte publique pour le vote juif, avec les partis rivaux surenchérissant dans les promesses d'armes, d'argent et de garanties à l'État sioniste. Les deux partis au bord de la guerre dans cette partie du monde s'engagèrent publiquement à soutenir Israël sioniste dans quelque circonstances que ce soit. Ces résultats du processus que j'ai décrit depuis son début étaient prévisibles. La conclusion à tirer pour l'avenir semble inéluctable. Les millions d'habitants d'Occident, par leurs politiciens et leur propre indifférence, sont enchaînés à une poudrière dont l'amorce est prête à s'enflammer. L'Occident s'approche de l'apogée de sa relation avec Sion, commencée officiellement il y a 50 ans, et l'apogée est précisément ce qui devait être prévu quand cette soumission servile débuta. À notre siècle, chacune des deux grandes guerres fut suivie par de nombreux livres de révélations, dans lesquels les origines de la guerre étaient minutieusement examinées et découvertes comme étant différentes de ce que l'on avait raconté à la population ou la foule, et la responsabilité était localisée ailleurs. Ces livres ont reçu l'approbation générale de la part de ceux qui les ont lus, car un esprit d'investigation suit toujours la crédulité de la période de guerre. Cependant, l'effet qu'ils produisent est éphémère, et l'on peut s'attendre à ce que la majorité de la population ne se révèle pas moins réceptive à la forte pression de l'incitation au début d'une autre guerre, car la résistance de masse à la propagande de masse est insignifiante, et le pouvoir de la propagande est aussi enivrant que toxique. Est-ce que l'information publique complète à propos des causes de la guerre serait efficace contre cet instinct humain continuel, ouvrez les guillemets, par un instinct divin, les esprits des hommes pressant le danger imminent? Si elle était donnée avant que la guerre n'éclate, je ne
peut le présumer, je crois bien que cela n'avait jamais été tenté auparavant. L'une des modestes ambitions de ce livre est d'établir que les origines, la nature et la responsabilité d'une guerre peuvent être montrées avant qu'elle ne commence, et non uniquement après qu'elle a subi son cours. Je crois que l'ensemble de ce livre a démontré cela, et que son raisonnement a déjà été corroboré par les événements. Je crois aussi que les événements particuliers des années 1953-1956 en Occident renforcent grandement son raisonnement à la conclusion qui en est tirée. Et pour cette raison, je consacre la fin de son dernier chapitre à un résumé des événements pertinents dans ces années. 1. Dans la région asservie par la Révolution. 2. À l'intérieur et autour de l'État sioniste. Et 3. Dans le monde libre, l'Occident, respectivement. Ils m'apparaissent comme ajoutant le mot de la fin à l'histoire ainsi racontée, l'apogée proche ou à portée de main. Interpolation de l'auteur. La partie précédente de ce chapitre de fin jusqu'au mot l'apogée proche ou à portée de main a été écrite le vendredi 26 octobre 1956. Je suis ensuite parti pour le week-end ayant l'intention de reprendre et de terminer le chapitre le mardi 30 octobre 1956. Un premier brouillon était déjà rédigé. Quand je l'ai repris, ce jour-là, Israël avait envahi l'Égypte. Lundi 29 octobre 1956, par conséquent, le reste du chapitre est écrit à la lumière des événements qui ont subi. Cela le rend plus long que prévu. 1. La Révolution. Dans la région de la Révolution qui fut gonflée pour asservir la moitié de l'Europe, la mort de Staline en 1953 fut suivie d'une série de soulèvements populaires en 1953 et en 1956. Ces deux événements réjouirent le monde qui regardait, car ils ravivèrent l'espoir quasi oublié qu'un jour la révolution destructrice s'autodétruirait et que les hommes et les nations seraient à nouveau libres. Cette signification claire fut alors embrouillée par l'intrusion forcée dans chaque de ces événements de la question juive au siècle juif. Les populations furent empêchées de recevoir ou de tenir compte des nouvelles concernant tout événement important, excepté en termes de ses conséquences éventuelles pour les Juifs. La mort de Staline, le 6 mars 1953, fit tressaillir le monde parce que la vie de cet homme qui causa probablement la mort et l'asservissement de plus d'êtres humains qu'aucun autre homme dans l'histoire en était venu à paraître interminable, comme le déroulement d'un serpent. Les circonstances de sa mort restent sombres, mais le timing des événements qui l'accompagnèrent est peut-être significatif. Le 15 janvier 1953, les journaux moscovites annoncèrent que 9 hommes devaient passer en justice sur accusation de conspiration d'assassinat de 7 importants notables communistes. 6 ou 7 de ces hommes étaient des juifs. Les récits divergent. Les 2 ou 3 autres auraient aussi bien pu ne jamais être nés, pour ce que le monde entier entendit parler d'eux, car dans le tumulte qui s'éleva immédiatement en Occident, l'affaire fut surnommée celle des docteurs juifs. En février, alors que la clameur occidentale continuait, les diplomates qui virent Staline firent remarquer sa bonne mine et sa bonne humeur. Le 6 mars, Staline mourut. Un mois plus tard, les docteurs juifs furent relâchés. 6 mois plus tard, le chef terroriste de Staline, Lavrenti Beria, fut fusillé pour les avoir arrêtés. Et les accusations furent dénoncées comme étant fausses. Concernant la mort de Staline, un éminent correspondant américain à Moscou, M. Harrison Salisbury, écrivit qu'après sa mort, la Russie fut gouvernée par un groupe ou une junte plus dangereuse que Staline, constituée de M. de Malenkov, Molotov, Bulganin et Kaganovitch. Pour gagner du pouvoir, dit-il, la junte aurait pu tuer Staline. Tout le désignait, ouvrez les guillemets, s'il se trouve que Staline fut terrassé par une rupture artérielle cérébrale le 2 mars, on doit s'en rappeler comme étant l'un des événements les plus fortuits de l'histoire. Pour l'Occident, ces circonstances et possibilités concomitantes à la mort de Staline n'avaient aucun intérêt. La période entière des 9 mois
quelques, entre le procès de Prague et l'élection présidentielle, la liquidation de Beria fut remplie par la tumulte en Occident à propos de l'antisémitisme en Russie. Alors que la clameur continuait, elle cessa après que les docteurs juifs furent relâchés et innocentés. Des choses furent dites qui semblaient clairement signifier que toute guerre occidentale contre l'Union communiste serait menée, comme celle contre l'Allemagne, uniquement au nom des juifs sionistes ou de ceux qui prétendaient représenter les juifs sionistes. En 1953, la Russie soviétique était considérée comme le nouveau monstre antisémite, comme l'Allemagne en 1939 et la Russie tsariste en 1914. Cette question responsable d'une grande confusion, on a jugé par le tohu-bohu propagandiste de cette période, aurait à nouveau embrouillé la bataille et dupé les nations. Le timing de cette campagne est significatif et ne peut plus être expliqué par la théorie de la coïncidence. Afin de donner le maximum d'impact à la machine à pression en Amérique, la question juive sioniste doit devenir pénétrante durant toute période d'élection présidentielle là-bas. De nos jours, elle devint toujours pénétrante à cette période précise, sous l'une de ces deux formes. L'antisémitisme, entre guillemets, quelque part, c'est ce qui se passa en 1912, 1932, 1936, 1940 et 1952, ou un péril pour Israël. C'est ce qui se passa en 1948 et en 1956. On peut faire sans trop de risque la prédiction qu'elle dominera l'élection présidentielle de 1960 sous l'une de ces deux formes. Rien ne changea. La situation des Juifs en Russie à cette époque, quelques Juifs avaient été inclus parmi les accusés à un procès spectacle à Prague et à un autre annoncé, mais jamais tenu à Moscou. Les 35 ans de communistes avaient vu d'innombrables procès spectacles. Le monde était devenu indifférent tant ceux-ci étaient familiers. Comme l'État terroriste était basé sur l'emprisonnement sans aucun procès, les procès spectacles étaient manifestement tenus uniquement afin de produire quelques impacts, soit sur les masses soviétisées, soit sur le monde extérieur. Même l'accusation de conspiration sioniste n'était pas nouvelle. Elle avait été faite avec quelques procès des années 20 et dès les débuts le communisme. Comme en témoignent Lénine et Staline, avaient déclaré le sionisme officiellement illégal, tout en fournissant au sionisme de Russie des armes afin d'établir Israël sioniste en 1948. S'il est vrai que Staline alla plus loin qu'il n'était permis en attaquant le sionisme, à cette occasion sa mort suivit rapidement jusqu'à la fin. Il ne fut manifestement pas anti-juif. M. Kaganovitch demeura son bras droit. Quelques jours avant de mourir, Staline ordonna que l'une des funérailles les plus pompeuses jamais vues dans la Moscou soviétique soit donnée pour Léon Meklis, l'un des commissaires juifs du peuple les plus craints et les plus haïs de ces 35 ans. Le cercueil de Meklis fut porté par tous les grands pontes survivants de la révolution bolchevique, qui se partagèrent la surveillance de son exposition solennelle, si bien que cela était clairement un avertissement envers la population russe captive, si cela était encore nécessaire, que la loi contre l'antisémitisme était plus que jamais en vigueur. Immédiatement après les funérailles de Meklis, le 27 janvier 1953, le prix Staline de la paix, entre guillemets, fut présenté en grande pompe à l'apôtre de la vengeance talmudique. M. Ilya Ehrenburg, dans les retransmissions de l'Armée rouge, alors qu'elle avançait en Europe, l'incitait à ne pas épargner même les fascistes à naître. Quelques jours avant sa mort, Staline poussa l'Étoile rouge à déclarer que le combat contre le sionisme n'avait rien à voir avec l'antisémitisme. Le sionisme est l'ennemi du peuple ouvrier dans le monde entier, des juifs autant que des gentils. La situation critique des Juifs dans leur infirme minorité en Russie n'avait ainsi guère changé pour le mieux ou pour le pire. Il avait toujours un peu plus haut niveau d'égalité en Union soviétique que dans aucune autre partie du monde.
Pour reprendre la réponse railleuse donnée à cette époque par un témoin juif à un membre du Congrès républicain, M. Kit Clardy, devant une commission du Congrès, M. Clardy ayant demandé, ouvrez les guillemets, ne vous révulsez-vous pas d'horreur en voyant que la Russie soviétique fait aux Juifs, il demeurait une classe privilégiée. Le tollé en Occident était donc artificiel et n'avait aucune base factuelle, et pourtant il atteint un degré très proche de la véritable menace de guerre, et aurait pu montrer jusqu'à ce niveau si Staline n'était pas mort et si les docteurs juifs n'avaient pas été relâchés. Je n'ai jamais pu découvrir si les docteurs non juifs avaient aussi été libérés. Il ne pouvait y avoir qu'une raison à cela. Le sionisme avait été attaqué et en 1952-1953, l'opposition au sionisme était jugée par les politiciens aux avant-postes d'Occident comme étant de l'hitlérisme et de la provocation de guerre. L'épisode montra que cette propagande d'incitation peut être déclenchée par simple pression d'un bouton et être transmise dans n'importe quelle direction selon l'évolution des besoins sans exclure l'Amérique à long terme. Une fois que cette propagande a été amenée à son paroxysme, elle est utilisée pour soutirer les engagements qui sont invoqués plus tard. La période de 6 mois entre la nomination et l'élection et l'investiture est celle durant laquelle les présidents américains se trouvent alors sous cette pression. Le président Eisenhower en 1952-1953 se trouva sous la même pression que le président Woodrow Wilson en 1912-1913, M. Roosevelt en 1938 et en 1939, et le président Truman en 1947 et 1948. Toute la période de son démarchage électoral, sa nomination, son élection et son investiture fut dominée par la question juive sous ces deux formes. L'antisémitisme, ici, là ou partout, et l'aventure en Palestine. Immédiatement après sa nomination, il dit à un certain M. Maxwell, président de la United Synagogue of America, ouvrez les guillemets, le peuple juif ne pourra avoir un meilleur ami que moi. J'ai grandi en croyant que les juifs étaient le peuple élu et qu'ils nous avaient donné les principes éthiques et moraux élevés de notre civilisation. Dans tous les journaux juifs, septembre 1952. C'était l'engagement fondamental familier à notre siècle et toujours pris afin de signifier beaucoup plus que ne peuvent le comprendre ceux qui le prennent. Immédiatement après cela, le procès de Prague eut lieu et le président Eisenhower, fraîchement élu, fut manifestement poussé à faire quelque chose de plus spécifique. Dans un message à un Jesuit Labor Committed à Manhattan le 21 décembre 1952, il dit que le procès de Prague, ouvrez les guillemets, était désigné à lancer une campagne d'antisémitisme fanatique à travers l'Europe soviétique et les nations satellites d'Europe de l'Est. Je suis honoré de me tenir aux côtés de la communauté juive pour montrer au monde l'indignation que ressent toute l'Amérique face aux outrages perpétrés par les soviétiques envers les principes sacrés de notre civilisation. Les outrages à ce moment-là consistaient en la pendaison de 11 hommes, dont 3 étaient des gentils parmi les millions mis à mort durant les 35 ans de bolcheviks. Leur sort n'était pas inclus dans cet ouvrage. Le nouveau président n'aurait pu savoir quelle campagne le procès était destiné à lancer. Et d'innombrables autres procès n'avaient reçu aucune dénonciation présidentielle. Ces paroles mettaient implicitement dans le même sac les captifs du communisme, eux aussi, et la bande d'antisémites, car ils étaient qualifiés de nations satellites, et le sens premier de satellite est un membre de la suite d'un prince ou d'une autre personne de pouvoir, d'où personne à changer ou disciple servile. Webster Dictionary, en tant que commandant dans l'ordre militaire et mis en accord avec le dictateur soviétique, avait assuré leur captivité. Le choix des mots du président Eisenhower était étrange. Il reflétait l'attitude de ceux qui étaient capables de mettre la pression sur les présidents et les gouvernements américains. Pour eux, l'asservissement de millions de personnes ne signifiait rien. À vrai dire, ils utilisaient leur pouvoir pour le perpétuer. Cet état de fait fut reflété à nouveau dans 2 des premiers actes du nouveau président.
en cherchant à être élus. Ils avaient fait appel à la forte aversion des Américains pour l'acte de 1945, en s'engageant à répudier les accords de Yalta, la charte politique de son propre ordre militaire qui stoppa l'avancée des Alliés à l'ouest de Berlin, abandonnant ainsi l'Europe de l'Est aux communistes. En ces termes explicites, ouvrez les guillemets, le gouvernement des États-Unis sous la direction républicaine refusa de respecter tous les engagements contenus dans les accords secrets tels que ceux de Yalta qui contribuent à l'asservissement communiste. Une fois élu, le nouveau président envoya au Congrès, 20 février 1953, une résolution proposant tout bonnement que le Congrès le rejoint, en rejetant toute interprétation ou application d'accords secrets qui ont été pervertis pour provoquer l'assujettissement de personnes libres. À cette époque, il avait déjà fait référence au peuple asservi en tant que satellite, comme la résolution ni ne répudiait ni même ne faisait référence à Yalta. Ce fut une déception pour le parti dirigé par le président Eisenhower et finalement elle fut abandonnée complètement. À la place, le nouveau président transmit au Congrès une résolution condamnant les campagnes vicieuses et inhumaines contre les Juifs sur le territoire soviétique. Ainsi, les asservis furent-ils complètement effacés et les Juifs furent mis à leur place, un amendement typique de notre époque. Le département d'État, en sueur, réussit à faire amender cette résolution pour y inclure d'autres minorités. Les estimations juives actuelles sont qu'il y a en tout environ 2 500 000 juifs derrière le rideau de fer, où les captifs non-juifs se montrent à entre 300 et 350 millions. Cette population, qui incluait des nations entières comme les Polonais, les Hongrois, les Bulgares, les Ukrainiens, sans parler des nations plus petites ou même des Russes eux-mêmes, fut mise en deux mots, autre minorité. Le Sénat adopta cette résolution le 27 février 1953 par accord unanime, mais cela ne fut pas jugé suffisamment pour convenir à la règle, si bien que chaque sénateur américain, comme les membres de la Chambre des communes britanniques, sur l'ordre de M. Eden pendant la guerre, se leva pour être compté. Quelques-uns qui étaient absents se hâtèrent d'écrire pour demander que leur nom soit ajouté à l'ensemble. Si les populations derrière le rideau de fer, entre guillemets, avaient compris toute l'histoire de ces deux résolutions, ou avaient été autorisées à en être informées, elles n'auraient eu aucun espoir, car elles l'espéraient vraiment, d'un secours américain lors de leurs soulèvements nationaux contre la terreur en 1956. Le président ayant parlé et agi ainsi, le tumulte s'accrut. L'un des leaders sionistes les plus puissants de cette période, dans la lignée du juge Brandes et du rabbin Stephen Weiss, était le rabbin Hillel Silver, qui durant l'élection avait défendu M. Eisenhower contre l'accusation d'antisémitisme, aujourd'hui invariablement utilisée pendant les élections présidentielles de la part de l'ex-président Truman, et fut plus tard invité par le nouveau président à prononcer la prière pour la grâce et la guidance à son investiture, dont le rabbin Silver peut être considéré comme un des hommes parlants d'autorité quand il annonce que si la Russie était détruite, elle le serait au nom des Juifs. Il avertit la Russie qu'elle sera détruite si elle fait un pacte spirituel avec l'hitlérisme. Cette méthode de coller l'étiquette d'Hitler à tout individu menacé de destruction fut adoptée ultérieurement de manière générale, le président Nasser d'Égypte étant un exemple typique. La menace était toujours implicitement la même. Persécute les hommes, si tu veux, mais tu seras détruit si tu t'opposes aux Juifs. M. Thomas Dewey, 2 fois candidat à la présidence et artisan de la nomination de M. Eisenhower en 1952, surpassa le rabbin Silver lors de la même réunion 15 janvier 1953. Ouvrez les guillemets. Maintenant, nous commençons tous à le voir. L'antisémitisme en Russie, comme le tout dernier, est le plus terrible. Propagande de génocide jamais lancée. Le sionisme en tant que tel est maintenant devenu un crime, et rien que le fait d'être né juif est maintenant cause de pendaison. Staline
a avalé la dernière goutte de poison de Hitler en devenant le tout nouveau persécuteur et le plus virulent de la communauté juive. Il semble que Staline ait l'intention d'admettre au monde entier qu'il souhaiterait accomplir pour Hitler ce que Hitler n'a pas pu faire de son vivant. L'extravagance de cette campagne étonne même l'observateur expérimenté. Rétrospectivement, par exemple, la Gazette de Montréal, sur laquelle je tombais par hasard durant l'été 1953, déclara dans son éditorial que des millions de Juifs sont assassinés en Allemagne de l'Est. Le Zionist Record de Johannesburg, 3 ans plus tôt, 7 juillet 1950, avait déclaré que toute la population juive d'Allemagne de l'Est comptait 4200 âmes, dont la plupart jouissaient de la préférence pour l'emploi dans l'administration. Les engagements du nouveau président devinrent encore plus fermes. En tous les cas, dans l'esprit de ceux envers qui ils furent adressés, en mars 1953, soit juste avant, soit après la mort de Staline, il envoyait une lettre au Jewish Labor Committee, mentionné plus haut, prenant l'engagement, terme utilisé dans le New York Times. Je n'ai pas le texte entier de son message. Que l'Amérique serait, ouvrez les guillemets, à jamais vigilante en ce qui concerne toute résurgence d'antisémitisme. Quand le comité destinataire tint son congrès en Atlantic City, les docteurs juifs avaient été libérés et tout le tapage s'atténuait, si bien qu'ils n'étaient plus impatients de rendre la lettre publique et la renvoya à l'expéditeur. Le président insista à ce qu'elle soit publiée et la renvoya avec une note très sévère condamnant l'antisémitisme soviétique. Dans ce monde de fiction propagandiste, les populations occidentales étaient menées par leurs gouvernants de déboire en déboire. Qui sait où elles auraient été menées à cette occasion si Staline n'était pas mort, si les docteurs juifs n'avaient pas été libérés, si le doigt n'avait pas été enlevé du bouton d'incitation des masses. Staline mourut et le tollé cousu humain des deux côtés de l'Atlantique mourut avec lui. Que se serait-il passé s'il avait vécu et si les docteurs juifs avaient été jugés? À sa mort, la propagande avait déjà atteint un niveau de veille de guerre. Le nouvel Hitler avait commencé le tout dernier et le plus terrible programme de génocide jamais lancé. Des milliers de juifs étaient assassinés dans une région où seules quelques centaines vivaient. Bientôt, ces milliers seraient devenus des millions. 1, 2, 6 millions. L'Holocauste entière des 35 ans de Lénine et de Staline, avec ses myriades de victimes et de tombes anonymes, aurait été transformée par la sorcellerie de cette propagande en une persécution anti-juive. De plus, à vrai dire, cela fut accompli par la mise en suspens de la promesse du président Eisenhower de répudier les accords de Yalta et l'asservissement communiste, et son remplacement par une résolution qui destinait à la condamnation, le traitement vicieux et inhumain des Juifs, qui continuaient derrière le rideau de fer à exercer la terreur sur ceux qui avaient été asservis par le communisme. Pour cette seule cause, si la guerre était survenue, une autre génération de jeunes occidentaux serait partie en guerre en pensant que leur mission était de détruire le communisme. Staline mourut, la guerre fut épargnée à l'Occident à cette période, et l'Occident avança en trébuchant derrière ses leaders sionisés vers le prochain déboire qui fut d'un genre différent. Pendant les 10 ans qui étaient passés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, leurs leaders les avaient habitués à la pensée qu'un jour ils devraient écraser le communisme et ainsi corriger l'action de 1945. La sincérité des leaders occidentaux sur cette question allait encore être testée en 1953 et 1956. En cette année, les populations asservies commencèrent elles-mêmes à détruire le communisme et à faire grève pour obtenir cette libération que le président américain, l'artisan militaire de leur asservissement, leur promettait mais leur recommandait de ne pas effectuer de façon militante. La mort de Staline sembla avoir un effet de détente sur la peur paralysante qui étreignait ces peuples, et elle mit ce processus d'auto-libération en mouvement. L'auteur du présent livre fut confondu. Dans ce cas-ci, dans ses attentes, je croyais